écoutez, je suis vraiment ravi que vous soyez venu voir ce film. Je vous remercie encore off-screen d'avoir permis de le présenter. Que vous dire, j'espère que déjà vous croyez aux fantômes. Vous pouvez lever la main d'ailleurs, ceux qui... je suis sûr qu'il y en a plus, ouais. Je compte pas les fantômes d'ailleurs qui sont derrière vous. Donc voilà. Et d'ailleurs, parce que je vous dis ça parce que effectivement au Japon, mais c'est le cas un peu de toute l'Asie du Sud-Est, évidemment, on croit beaucoup aux fantômes, à la présence des fantômes. Le monde invisible est vraiment toujours présent. Et ils existent dans le quotidien. Et d'ailleurs, quand vous allez au Japon, vous discutez avec des Japonais autour d'un verre et autres, il y aura toujours un Japonais qui, si vous abordez le sujet, qui vous dira « Ah oui, moi j'ai vu une fois une présence étonnante, moi j'ai vu un fantôme, ou ma mère a vu ceci, cela. » Donc, à un moment donné, moi par exemple, comme je fais des films documentaires, j'en ai fait un certain nombre au Japon, j'ai abordé beaucoup de sujets de cinéma de genre. Avant tout, et vous savez, dans le cinéma de genre, il y a, pour simplifier, les grandes catégorisations du cinéma de genre, ce sont les films de samouraï, de Shambhala, les Yakuza Eiga, les films de Yakuza, les Kaiju Eiga, les films de monstres, et les Kaidan Eiga, les films d'horreur. Et j'avais déjà abordé du genre, j'ai déjà fait un documentaire sur le cinéma Yakuza, et aussi, pardon, j'ai oublié, le Pinku Eiga aussi, qui est un genre à part entière aussi, de cinéma érotique. Et il me restait effectivement à aborder ce genre, le Kaidan Eiga. Je tournais toujours autour, et je me suis lancé, et à force d'avoir déjà recueilli un certain nombre de témoignages autour de moi, de Japonais, j'allais dire, qui ne sont pas forcément liés au cinéma ni aux arts, et évidemment à des réalisateurs de cinéma impliqués dans le cinéma de genre. Et je me suis dit à un moment donné que, il fallait que je m'y mette et que je fasse un vrai documentaire sur... alors, j'ai étendu le champ qui m'était généralement habituel, c'est-à-dire celui du cinéma. Là, vous verrez, j'ai étendu mon champ d'investigation aux d'autres domaines artistiques, parce qu'ils sont vraiment tous liés. C'est-à-dire que la peinture, évidemment, le graphisme, le manga, et la danse, et notamment la danse contemporaine, le buto. Je ne sais pas si vous connaissez au moins de nom, enfin vous allez découvrir dans le documentaire. Parce que c'était intéressant de confronter en fait toutes ces formes d'art japonaises, certaines très anciennes évidemment, comme celle de l'estampe, jusqu'au manga aujourd'hui, et de voir les implications qu'il y a avec le cinéma. Parce qu'il y a beaucoup évidemment de mangas qui sont adaptés au cinéma, de littérature, de peinture qu'on retrouve. Donc c'était compliqué de rester uniquement sur le champ d'investigation du cinéma. Car ils se nourrissent tous. Et je pense que vous allez être gagnant, comme ça, de pouvoir avoir une espèce de photographie de cette contamination, véritablement, des esprits, des yurei, comme on les appelle au Japon, c'est-à-dire les fantômes, qui investissent vraiment tous les champs artistiques du Japon. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on aura l'occasion de se retrouver tout à l'heure. J'espère que la salle sera vraiment bien plongée dans le noir, parce que si j'ai réussi mon coup, vous devriez avoir quelques frissons pendant la projection. Voilà, on est ici. Pose la question. Mais je vais commencer avec la première. Ben voilà, comme ça. Avant la séance, vous avez posé la question au public s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui croit aux fantômes. Mais est-ce que vous croyez aux fantômes et est-ce que vous avez des histoires assez intéressantes à raconter là-dessus? Oui, alors je répondrai par une petite anecdote. Un jour, je rencontre lors d'une interview donc avec un réalisateur, non pas japonais, mais thaïlandais, qui avait fait un film qui s'appelait Le Pensionnat, je me souviens plus de son nom, et donc c'est un film qui est question évidemment de l'univers des fantômes, et je lui avais dit, mais est-ce que vous-même, vous, comme vous me l'avez posé, vous croyez aux fantômes? Et il m'avait dit, non, je ne crois pas aux fantômes, mais je dirais jamais de mal les concernant, on ne sait jamais. Et voilà, je réponds à votre question de manière tortueuse, mais oui, je crois à certaines manifestations, effectivement, dites paranormales, surnaturelles, ou quoi qu'on puisse,
mais pas forcément, enfin dans une approche, je veux dire, un peu plus orthodoxe, enfin en tout cas pas celle qu'on forcément on peut attribuer aux fantômes ou aux manifestations des fantômes. En tout cas, c'est très clair qu'en faisant ce documentaire et avec les témoignages recueillis, puis parfois quelques sensations sont là, d'énergie, parce que je parlerai plus d'énergie en tout cas autour, qui peuvent être troublantes, sans avoir de véritables anecdotes à vous raconter. Je sais que ça va vous être certainement frustré. mais non, mais voilà, il y a, je crois, effectivement des énergies qui sont autres que celles que nous dégageons, nous, pauvres humains. Oui, le thème des histoires de fantômes japonais, c'est tellement vaste. Il y a beaucoup de types de fantômes. Il y a énormément de films, même obscurs. Comment est-ce que vous avez fait le choix de se dire, je vais parler de ce type de fantôme-là et pas les autres? Pourquoi ce film-là, mais pas un autre? Oui, quel était le processus derrière? Oui, c'est ça, parce que, en fait, quand on s'intéresse un peu à la culture japonaise et tout ce qui touche de l'ordre des créatures, de l'imaginaire japonais, il y a plein d'ensembles, de sous-ensembles, et c'était important effectivement déjà de dégager l'idée du fantôme, des démons, parce qu'il y a les figures démoniaques, et puis il y a ces figures, qu'on appelle au Japon les yokai. Alors c'est à la fois des démons, des lutins, ça correspond un peu à tout notre imaginaire des lutins. Et je me suis dit, bon, c'est tellement vaste. Vous savez, les Japonais considèrent qu'il y a à peu près, il y a eu il y a 2 siècles de ça, quelqu'un qui a essayé de répertorier en fait l'ensemble un peu de toutes les créatures de l'imaginaire japonais. Ça englobait aussi les déités, les démons, les fantômes, etc. Et ils arrivaient à 8 millions, 8 millions de déités japonaises. Alors évidemment, les répertoires incluaient les plus connus. Mais moi, j'ai choisi effectivement une approche qui allait plus vers ce qu'on appelle au Japon les yurei. Donc c'est vraiment les fantômes. En tout cas, ce que nous regroupons sous cette appellation fantôme, qui est plus de l'ordre des apparitions d'ectoplasme, des rémaniscences corporelles, en tout cas qui s'apparentent à aussi des silhouettes, des formes humaines, donc encore une fois, qui sont répertoriées sous l'appellation yurei. Alors là, c'est pas comme les yokai ou les démons, voilà, il y a tel esprit de la pierre, tel esprit de la... Parce qu'on est quand même dans une société animiste, alors tout objet, tout élément de la nature, etc., est associé en fait à des présences des esprits, des kami, comme on dit au Japon. Là, et qui sont d'ordre, qui ne sont pas forcément évidemment d'apparence humaine. Elles sont souvent d'ailleurs ce sont des mutants en fait, ou des présences mutantes. Vous pouvez avoir, j'ai oublié le nom japonais, mais un célèbre yokai démon où on a une apparence, c'est entre le parapluie, un personnage masculin qui sortirait une langue pendante et qui est sur une sorte de pied comme ça d'un être anthropomorphe, on ne sait pas très bien. Donc c'est toujours des sortes de mutations d'éléments de la nature avec l'humain, avec les bêtes, etc. Là, moi j'ai choisi encore une fois les yurei, les fantômes, c'est-à-dire qui sont quand même des manifestations de présence en fait, d'humains qui ont existé et qui reviennent à la vie. Voilà. Enfin, ou en tout cas qui se manifestent un peu, qui est assez proche en fait que celle qu'on connaît dans le monde occidental. Vous savez, il y a quand même pas mal de connexions finalement quand on s'intéresse au monde des fantômes japonais avec les références qu'on a nous aussi dans la culture gothique européenne. Il faut savoir d'ailleurs que les Japonais
ont par exemple été les premiers, après les Américains, enfin, quand des gens comme Lovecraft, je ne sais pas, vous voyez qui est Lovecraft, un écrivain de genre, enfin, avant Stephen King, il y a eu Lovecraft, pour certains. Voilà, c'est un écrivain américain du début du XXe siècle, qui a écrit sur le surnaturel, qui a évoqué voilà, des présences, des récits qui mettaient en scène des êtres venus de mondes étrangers, des Cthulhu, enfin voilà. Et en fait, les Japonais, souvent c'était des créatures qui venaient d'ailleurs de la mer, avec des tentacules, etc. Et Lovecraft a été traduit juste après, avant même les Européens. Il y a eu au même moment que les traductions des écrits de Lovecraft en Europe, il y a eu des traductions au Japon. Les Japonais se sont dit, mais les monstres que décrit Lovecraft, finalement, nous on les connaît. On les a vus chez Hokusai, on a ces manifestations de présence surnaturelle, on les connaît. Lovecraft, finalement, il est de chez nous, Lovecraft. Donc, pour vous dire qu'il y a eu un espèce de croisement à un moment donné entre des écrits littéraires américains, européens, et puis tout ce patrimoine qui existait lié à la culture imaginaire japonaise, de monstres archaïques, de présences archaïques. Et tout ça a créé une espèce de croisement, de mutation, qui a débouché sur ce panthéon comme ça de l'imaginaire fantomatique japonais. Quand vous voyez, par exemple, vous avez vu des extraits de films, vous vous dites « Ah bon d'accord, c'est japonais, mais ça me rappelle des choses que j'ai lues ou que j'ai vues dans qui sont issues de notre histoire imaginaire européenne, notamment le gothique. » Et oui, parce qu'il y a plein de liens en fait. Et moi, c'est ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir à quel point voilà, il y avait ces échanges entre notre culture et la culture japonaise. Mais il est vrai que je voulais, moi, garder quand même le champ d'investigation sur la figure fantomatique. Parce qu'elle allait aussi beaucoup plus facilement parler à un public occidental. Alors en plus, bon, pas faire une thèse ici et tout ça, mais enfin, ces fantômes japonais, ils existaient dans la culture aussi chinoise, parce que bon, le Japon, les fondements de la culture japonaise, voilà, l'origine c'est quand même la Chine, voire aussi l'Inde, pour tout ce qui touche au bouddhisme, parce que c'est quand même très lié aussi aux origines du bouddhisme. Voilà, donc plus la culture animiste, enfin, tout ça pour vous dire que ce qui est toujours assez fascinant avec le Japon, c'est qu'il y a des choses qui sont intrinsèquement liées à la culture japonaise, mais en même temps qui nous ramènent à plein d'autres cultures. Encore une fois, chinoises, indiennes et européennes, pour la plus récente, parce que le phénomène, par exemple, qui est évoqué dans le documentaire sur la Japan Horror, la J-horror, donc ce nouveau courant du cinéma fantastique d'horreur du Japon qui est des débuts des années 80, il doit aussi beaucoup à la culture européenne. Vous voyez des intervenants qui vous parlent de Cocteau, de Clouseau, mais ils auraient pu aussi parler de Dario Argento, pour le giallo, pour les chevelures noires qui retombent, etc. Enfin, c'est des choses qui nous parlent aussi, parce que ça nous renvoie aussi à des références, notamment cinématographiques de la culture européenne. J'aimerais savoir si les bombes atomiques ont eu une influence sur le développement de la personnalité des fantômes. On l'a un peu évoqué dans le documentaire, hein, sur comment se manifeste un fantôme. Alors souvent, voilà, la plupart des cas, c'est toujours lié à une mort violente, l'idée d'une revanche à accomplir, enfin en tout cas sur la personne qui est à l'origine d'un meurtre, ou enfin qui a commis des sévices sur une personne qui revient pour se venger. C'est souvent le cas, donc essentiellement des femmes, on l'a vu.
Et moi, je me posais aussi la question, comment ça se passe, comme tu l'as dit, dans le cadre d'un drame collectif. Et donc, j'ai effectivement évoqué la question d'Hiroshima. Et c'était intéressant parce que, vous savez, il y a beaucoup d'histoires qui circulent sur Hiroshima en disant « Ah, mais c'est très étrange parce que quand les premières personnes à revenir sur les lieux de l'explosion, etc., vous savez, il y a eu cette idée enfin, voilà, après ça c'est une résultante de l'effet de la radiation de la bombe atomique. C'est presque l'équivalent de combustion spontanée, comme ça, qui se crée. Et donc il y avait des empreintes de silhouettes qui apparaissaient sur les vestiges, sur les ruines d'Hiroshima. Ça a alimenté beaucoup d'histoires. Parce qu'on se disait, tiens, ça c'est des empreintes fantomatiques et autres, etc. Est-ce qu'après Hiroshima, d'ailleurs, il y a eu des fantômes qui sont revenus? Parce que c'est quand même une mort violente. Et curieusement, pour Hiroshima, il n'y a pas tant d'histoire. Alors oui, il y a, comme je vous l'ai dit, ces faits, ces silhouettes qui restent comme ça, ces empreintes qui sont restées sur des pierres ou autres. Mais il n'y a pas eu de véritable témoignage de gens qui seraient revenus hanter Hiroshima, en tout cas à ma connaissance. Et j'en ai parlé à un écrivain qui m'a dit un truc assez étonnant. Il m'a dit, oui, mais en fait, la plupart des gens qui sont morts à Hiroshima, pour eux, ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Ils ont eu une espèce de révélation, ça a été une espèce de grande lumière qui est arrivée. Et alors, j'ai totalement oublié le terme chez les bouddhistes, mais sur l'idée voilà, on bascule dans un autre monde, il se passe quelque chose, et c'est la lumière de Bouddha qui est arrivée. Une espèce de basculement vers un autre monde. Donc, à aucun moment, ils ont pu... Enfin, c'est l'idée de se dire, on ne ressent pas quelque chose qui, comme quelqu'un qui se fait tuer dans une mort violente, qui le fait effectivement, qui le ramène à lui-même, ce qui s'est passé, etc. Ils ont eu l'impression, encore une fois, hein, c'est un propos qui m'a été reporté, que ça pouvait être une espèce d'illumination qui s'est produit à ce moment-là. Donc rien à voir avec un effet qui pouvait s'apparenter à quelque chose comment dire, qui pouvait faire qu'on revienne pour se venger ou pour venir. Pour beaucoup, ça a été une illumination. Par contre, ce qui a été totalement différent, c'est ce qui s'est passé donc en mars 2011, avec l'affaire de Fukushima, et surtout de Fukushima, c'est le tsunami. Parce que là, il y a énormément de témoignages qui sont assez troublants, notamment qui ont été relayés souvent par des chauffeurs de taxi, qui s'aventuraient dans ces zones qui avaient été envahies par les eaux, et donc qui avaient emporté des tas d'habitants. Et beaucoup de témoignages de chauffeurs de taxi de nuit qui disaient « Ah, j'ai pris une personne qui se trouvait au milieu de la nuit, sur la route, etc. » Avec, qui semblait avec de l'eau qui tombait de leurs vêtements, trempés, etc., qui sont arrêtés, qu'ils ont pris, donc. Et puis, à un moment donné, ils se retournent, ils regardent dans le rétroviseur, la personne n'est plus là. Et parfois, certains disaient qu'ils donnaient des adresses, ils devaient se rendre visiblement dans des lieux qui n'existent plus, qui avaient été balayés par le tsunami. Et ça reste encore un sujet assez tabou au Japon, en fait. Parce que je l'ai évoqué à des réalisateurs, je dis, mais c'est un sujet formidable à traiter. Cette idée de fantômes, d'apparitions liées en fait aux événements de Fukushima. Et en fait, plusieurs m'ont dit, c'est trop tôt pour en parler, parce que par décence, vis-à-vis des victimes, etc., ou ce qu'on évoque, personne ne sait véritablement
décidé de l'évoquer. Je pense que ça viendra à un moment donné ou un autre. Mais alors, à Fukushima, enfin en tout cas après le mars 2011, contrairement à Hiroshima, là oui, il y a vraiment énormément de témoignages sur les présences fantomatiques. Oui. Mystère. Est-ce que c'est un film en particulier qui vous a touché particulièrement, ou est-ce que c'est plutôt un voyage, une personne? Oui, alors là c'est vaste sujet. Le Japon, en fait, l'intérêt du Japon, pour quelqu'un de ma génération, on ne connaissait pas grand-chose. Moi je viens de Bretagne, de Rennes, de la province, mon adolescence dans les années 80. Ce que je connaissais du Japon, ça restait un peu fantasmé. Ça restait voilà, c'était la littérature, c'était voilà, comme ça, des coups de projecteur sur des œuvres comme celle de Mishima, et puis des films qu'on pouvait voir au ciné-club. Mais c'était des grands classiques japonais, les Kurosawa, la Mizoguchi. Mais déjà, c'était effectivement un éveil. Enfin, voilà, j'étais pas spécialement justement attiré par la science-fiction. Je me disais, j'avais pas comment dire, cette espèce de fascination pour un voyage sur Mars, mais je me dis finalement, aller au Japon, c'est finalement peut-être avoir la possibilité d'aller sur une planète comme Mars, mais c'est moins cher. Et ils sont tout assez. Mais cet aspect un peu... je ne voudrais pas comparer le japonais à un alien, mais c'est très clair qu'on sentait que c'était une culture qui avait absolument rien à voir avec la nôtre, et que c'était une ouverture vers un autre monde. Ça, j'avais tout de suite perçu sur un rapport de sensibilité, et surtout de sensibilité artistique, qui est poétique, en fait, parce qu'on parle toujours, ah oui, là, on se dirige vers la culture japonaise, quand on est ado, etc., vers une espèce de culture, vers le sordide, la violence, etc. Non, il y a avant tout une poésie, hein, vraiment, dans cette sensibilité d'appréhender le monde. Voilà, donc c'était vraiment vers un imaginaire qui s'apparentait vraiment à un imaginaire que nous, on a oublié, en fait, qu'on a connu, nous, quand on lisait des œuvres liées au Moyen-Âge européen, etc., et puis ou même de la Grèce antique, hein, la mythologie grecque, etc., et puis tout à coup, on se dit, mais en fait, ça existe encore, c'est au Japon. Ils croient encore à des déités, il y a un monde, il y a un rapport de passage, voilà, entre le monde du haut et le monde du bas, qu'on connaissait, nous, encore une fois, avec la mythologie gréco-romaine, et qui a été préservé là-bas, et on pourrait peut-être, à travers eux, même renouer à des choses qu'on a oubliées, quoi. C'était un peu ça, c'était l'idée d'un passage vers un monde oublié. Et puis après, bon, voilà, on a la possibilité de voyager, de découvrir plein d'autres choses, puis ça alimente son imaginaire, puis on continue. Puis de toute façon, aller au Japon, c'est ça, on fait une espèce de cartographie, on a dit, tiens, j'ai déjà exploré ça. Alors, ce n'est pas uniquement des explorations territoriales, hein, c'est des explorations liées à l'imaginaire, j'ai fait ça, je voudrais découvrir ça. En fait, après, on se dit, ah, j'ai tout exploré, je dois en savoir plus. En fait, non, on revient à la case départ. Non, je comprends toujours pas. Un documentaire, c'est fait avec le matériau qu'on peut recueillir. Donc, est-ce que vous avez réussi à faire le tour de ce que vous souhaitiez, ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, ben, il y a moyen d'en faire encore 2 autres, mais j'ai pas pu rencontrer tout le monde, ou au montage, j'ai dû couper 36 intervenants? Moi, j'ai privilégié en fait des gens que j'ai rencontrés déjà, ou avec lesquels j'avais eu des échanges, pour la plupart, que j'avais déjà rencontrés avant, dans d'autres circonstances, etc. Donc ça au Japon, c'est toujours, ça facilite beaucoup de choses quand on a déjà eu une rencontre, un échange avec quelqu'un au préalable. C'est toujours plus compliqué quand on le voit pour la première fois, et surtout aborder ce type de thématique. Non, j'ai pas de grande frustration en fait. J'ai réuni aussi plein de gens que j'aimais bien, et que je pouvais les soumettre à cette question-là. Après, j'ai laissé faire vous savez, les choses, comme vous parlez du montage, c'est ça le rapport du montage, c'est les fluides qui vont
qui vont répandre et puis qui vont se répandre, etc. Mais je savais qu'en même temps, voilà, j'avais déjà de quoi faire pour alimenter, voilà, un vrai questionnement sur le thème que j'avais choisi. Mais est-ce que vous avez une explication pour cette fascination aussi? Moi, je connais Yokai, de Yokai Watch, la série avec des déités. Est-ce que c'est parce que chez nous, c'est trop sécularisé qu'il y a quand même chez un enfant, dans le monde japonais, cette ouverture qui est beaucoup plus? Et comment... le J-horror, c'était quelque chose... La classique, ok, mais le J-horror, maintenant, c'est devenu des icônes d'horreur un peu partout dans le monde. Comment... Vous voyez l'évolution maintenant encore plus, voilà, séries, tout ça, voilà. Est-ce que le Japon va prendre encore plus d'importance? Parce que, en tout cas, chez moi à la maison, c'est ça. Depuis ces 20 dernières années, en tout cas, pas simplement d'ailleurs en Europe, hein, mais ça concerne tous les continents, il y a un attrait, il y a un magnétisme qui s'est reporté vis-à-vis de l'Asie, essentiellement du Japon, mais aujourd'hui c'est aussi la Corée, qui a changé complètement la donne. Et comment expliquer ça? C'est intéressant parce que tu me dis, au départ, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que ça paraît être l'ancienne exotique, ça paraît tellement exotique. Quelle est la prise avec nos nouvelles générations? Bon, déjà, elles ont vécu avec elles se sont développées avec le manga, l'animation, etc., mais ça n'explique pas tout. Mais je pense qu'elles reviennent vers quelque chose, encore une fois, que nous avons vécu dans un certain ancien temps. Comme je le disais, sur le rapport à la mythologie, il y a des mythes, il y a des cultures auxquelles on était beaucoup plus sensible avant en Europe, dont on a perdu un peu les liens, et que les nouvelles générations ont retrouvé via, encore une fois, le Japon, la Corée, etc., qui recréent, en fait. Parce que c'est naturel. Vous savez, la dernière fois, pour vous donner un exemple concret, je travaille actuellement sur un nouveau documentaire là, pour Arte, et les gens d'Arte, ils disent mon projet et tout ça, ils disent, bon, ça concerne aussi un peu les fantômes, mais cette fois-ci du côté plus sud-est asiatique, enfin bref. Et ils disent le conseil, ah ouais, mais c'est compliqué, parce que là, il faut expliquer, blabla, comment cette attirance, justement, pour... comment expliquer cette attirance pour les fantômes? Il faut revenir aux sources, au bouddhisme, machin, qui fait que ces figures ont surgi. Comment ça s'est passé? Enfin, il partait sur un truc complètement, encore une fois, très cérébral, avec des sources. Et je leur disais, mais on n'a pas besoin d'évoquer ça. Je dis, aujourd'hui, vous avez un gamin prenez votre enfant, par exemple, il va regarder le nouveau Miyazaki, ou même ceux qu'il a vus avant, les anciens. Il n'a aucune culture sur l'animisme, sur le bouddhisme, sur les fantômes, etc. Il va regarder un film de Miyazaki. Est-ce qu'il va se poser une question sur toutes les présences qui vont surgir, tous ces êtres de la forêt qui vont arriver, qui sont... encore une fois, des êtres qui sont complètement composés, des figures qui surgissent, qui sont moitié humaines, moitié liées au monde végétal, au monde animal, etc. Est-ce que l'enfant, avant de rentrer dans le monde de Miyazaki, il va se poser la question, mais je ne comprends pas, ça vient de toi, je ne connais pas cette forme, cette présence physiologique, je n'ai jamais vu, tout ça, donc je ne rentre pas dans le film. Je ne connais pas leur origine, ils ne me parlent pas d'où ça vient, etc. Non. Nos enfants, ils rentrent complètement dans l'univers direct d'un film de Miyazaki, comme dans la J-horror, etc., sans se poser des questions, sans savoir où sont les sources. Ça ne me parle pas, c'est pas de mon univers, c'est pas de ma culture française, belge ou européenne. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et la seule explication que j'ai, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est en nous, dont on a oublié en fait l'existence et qui est réactivé. Que nous, justement, on se pose encore des questions, on a besoin d'intellectualiser ça, et vous savez, comme les enfants, il n'y a pas besoin d'intellectualiser. C'est un truc qui leur paraît tout à fait normal. Ben oui, ces êtres existent, ben oui, ces fantômes existent, on suit l'histoire, on ne se pose pas la question, on ne se pose aucune question. Et parce qu'encore une fois, on a un imaginaire avec un ADN
un ADN commun qu'on redécouvre en fait, enfin, c'est mon explication, mais qu'on redécouvre au contact de ces films, de ces livres, de ces mangas.